Ouais. Bon, bonjour à tous. Itch et Ju à l'appareil. Donc, on va parler aujourd'hui de social engineering et de journalisme. Je peux vous dire que vu d'ici, ça fout un peu la trouille, 1500 personnes. Les gars du fond, est-ce que vous m'entendez ou pas? Un bon gros ouais, je vous entends pas là. Voilà. Attends, ça va le truc là, genre machin, les gars, on crie, machin, on est des mecs, machin. Les filles, on leur montre? Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Voilà, tu vois, j'ai gagné. Allez, tu fais l'intro en anglais. Bon, juste 2-3 petits mots avant de commencer. Oh, wow, wow, wow. Le gros spoil. Voilà. Bon, en intro, je vais juste parler 2 minutes en anglais pour ceux qui ne comprennent pas le français. So, hi everybody who understands English. This talk will be exclusively in French, sorry. So if your only French is that you know is omelette de fromage, you won't understand that much. But eventually our slides are quite easy, so you will quite understand what I'm talking about, even in French. Donc, je repasse un petit peu en français. Je présente Julie Gomme @juju7. Donc, si vous êtes sur Twitter, faites-nous un live tweet, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une journaliste avec tout ce qui va avec. Et elle a participé à Télécomics je vais y arriver. Avant de participer à Télécomics ici en France, elle a voyagé partout dans le monde, plutôt dans le Moyen-Orient. Elle a habité en Syrie, en Égypte, justement pendant la période du printemps arabe, donc c'est assez courageux de sa part. Et donc moi, je vous présente Hicham, donc Itch sur Twitter. Alors Hicham, il est marocain, il est batteur, il fait de la percu. Hein. Là, on le voit dans les îles, tranquille, sur la plage. C'est sur son profil Facebook, hein, vous pouvez tout récupérer, voilà. Et c'est bien sûr un geek membre de l'équipe d'Hackers Voice. Et donc le hashtag, si vous voulez tweeter bien entendu, NDH2K13. Et si vous voulez pousser des chats dans les tuyaux, allez-y. Et si vous n'aimez pas les mêmes, c'est maintenant qu'il faut aller à McDo. Parce qu'il y en aura plein. Plein de mêmes. Bon, press start. On y va. Qu'est-ce que social engineering? Bon, on va faire rapide. Hein. Le social engineering, c'est l'art de la manipulation pour, en gros, convaincre la personne en face pour qu'elle nous donne les informations qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Qui l'utilise? Donc, qui l'utilise? Je ne sais pas si vous connaissez ce mec. Victor Lustig. Victor Lustig, c'est un des plus gros arnaqueurs qu'a connu l'histoire. C'est genre le mec qui a réussi à vendre la Tour Eiffel à des industriels français. Donc, il s'est foutu de leur gueule en faisant du social engineering. Bien sûr, tous les commerciaux, tous les avocats et tous les psychologues utilisent ce genre de principe psychologique pour pouvoir analyser la personne qui est en face et l'aider ou ne pas l'aider. Il y a aussi les hackers. Et les journalistes. Et les journalistes. Si elle veut bien piacer, voilà. Donc, aujourd'hui, on va papoter principalement 2 approches. Une approche active et une approche passive. Donc, je vais développer ça un peu plus juste après. Donc, on va commencer par le level 1. Le level 1, ça va être l'approche passive. Donc, en slide, ça fait Human Passive Attack. Pour ceux qui ont compris la référence, venez voir à la fin. Pour pouvoir parler de ça, on va parler de PNL. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, on va faire un peu le b.a.-ba de ce que c'est la PNL. On va commencer par Neuro-Linguistic Programming for Dummies, qui se traduit par le PNL pour les nuls. Neuro, ça correspond au système nerveux. Donc ça fait référence à toutes les émotions qu'on a, toutes les réactions. Linguistique, c'est par rapport à la dimension linguistique qui est complètement essentielle dans ce principe. Et programming, parce que toutes ces références, c'est des sortes d'automatismes qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. C'est aussi simple que ça.
Alors nous, les journalistes, on s'en sert finalement sans le savoir. Quotidiennement sur le terrain, ne serait-ce que pour mettre quelqu'un à l'aise, vous arrivez avec une caméra, vous arrivez avec un micro. C'est pas tout le monde qui va se sentir bien face à une caméra parce que c'est tout de suite on va me voir à la télé, etc. Donc on sait que les 2-3 premières questions, elles vont servir à rien. C'est pour mettre le gars à l'aise, etc. On lui fait parler de trucs tout simples, etc. Et c'est même ce qu'on vous dit de faire aussi dans les écoles de journalisme. Et donc finalement, on vous apprend à faire un peu de SE, sans le savoir. Donc on va décrire rapidement ce que c'est la PNL en vous décrivant un peu 3 ou 4 composants de la PNL. Le premier, le body language. Je vous laisse le temps de lire le slide ou c'est pas la peine. Bon, vous avez compris. Le body là, language. Les filles, c'est là que vous huez normalement. Merci. Ah, c'est faible. Donc le body language, c'est un indicateur physique qui nous permet d'avoir une indication sur l'humeur de la personne qui est devant. Donc, vous avez bien compris, là, c'est appliqué à la séduction, avec un petit slide à la fin qui est marrant. Voilà. Là, un petit exemple, et j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Vous connaissez qui c'est ? Je sais pas, une réponse, les mecs. Un clown ? Donc, en gros, George Walker Bush, ouais, il s'appelait comme ça, ouais. Dans une des commissions de l'ONU. Donc, ça vous dit quoi comme attitude qu'il a ? Soit il n'a rien compris, soit il s'en fout. Je pencherai plus pour la première. Mais bon. Ouais, vas-y. Et justement, ce body language, nous, ça nous permet, journalistes, d'aller creuser l'info. Des trucs tout bêtes. Quand vous parlez avec quelqu'un, s'il se met à se tripoter la bague et la faire tourner, c'est qu'il réfléchit qu'il y a un truc bizarre. S'il se tripote la cravate, s'il s'arrange les habits, voilà, il y a une gêne. C'est ça qu'il faut noter. Et au final, c'est là qu'il faut aller creuser quand il vous parle. C'est ces infos-là qu'il est en train de vous donner, qui possiblement sont erronées ou il vous dit pas tout. C'est ça qu'il faut aller chercher en priorité. C'est pas ce qu'il vous dit quand il est tranquille. On va passer à une autre. J'aime bien faire des jeux de mots. Enfin, tous les slides, si vous regardez bien, il y a une référence au moins sur chaque slide. Donc ça vous fait un exercice. Oui, Hicham a un humour un peu spécial. Ouais. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Star Trek. VACOG de Human Clinton. En gros, le VACOG, visuel, auditif, kinesthétique, olfactif et gustatif. En gros, c'est des canaux de mémorisation qu'on a dans la PNL. Chaque personne utilise un ou deux canaux. Canaux. Soit du visuel, soit de l'auditif, du kinesthétique et à moindre mesure le gustatif et olfactif. Gustatif et olfactif sont intégrés dans le kinesthétique. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi on fait ça ? C'est pour analyser le vocabulaire de la personne en face et de savoir quel type de canal il utilise. Parce que dans la construction de la confiance avec la personne en face, si on utilise le même vocabulaire imagé ou auditif, ça met inconsciemment, entre guillemets, un automatisme psychologique qui met en confiance la personne qui est en face. Donc il suffit simplement d'analyser le vocabulaire. Donc si la personne en face dit « je vois », comparé à un mec qui dit « j'écoute », voilà, donc on a des indications sur quel type de canal il utilise. Il a mal vieilli, George Bush. Oui. Vas-y. Et donc, nous, le vocabulaire, truc tout bête, c'est pareil. Vous n'allez pas vous adresser pareil si vous allez voir un vendeur de fruits et légumes égyptiens que si vous allez voir un élu. Si vous parlez comme un élu au vendeur de fruits et légumes, la personne va se dire, tiens, elle me prend de haut. Voilà, je vais rien lui dire et c'est perdu d'avance. Si vous allez voir votre élu, les mains dans les poches, en tongs, aller lui parler du vieil argot égyptien, le gars, il va pas vouloir vous parler non plus. D'où l'importance d'adapter son vocabulaire par rapport à la personne que vous avez en face. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on fait instinctivement quand on est sur le terrain, mais c'est aussi de la démarche du SE sans le savoir. Un dernier petit sujet au niveau de la PNL, c'est ce qu'on appelle les micro-expressions. Tout le monde a vu cette série ?
Lie to Me, ça vous dit quelque chose? En gros, c'est une série un peu scénarisée des expériences d'un monsieur qui s'appelle Paul Ekman, qui a étudié ce type de micro-expressions. Les micro-expressions, c'est des expressions du visage assez brèves, du genre du dixième de seconde, qui sont incontrôlables et qui, du coup, donnent une indication sur l'état et l'humeur de la personne en face. Je vais vous faire un petit exemple et j'aimerais bien que vous y participiez. Entre ces deux visages, bon, tous ceux qui ont appris de près ou de loin le micro-expression ont vu cet image. Donc c'est Paul Ekman, c'est lui-même. Allez-y, je descends. Qui a une réponse? Une réponse à la question que je dois poser tout de suite. Voilà. Donc la question c'est entre les deux images que vous avez à gauche et à droite, lequel est qui vous paraît le sourire le plus vraisemblable? Ah, j'ai une main verte là-bas, monsieur. Venez. Faut dire pourquoi. Hein. Tu vas pas juste me dire à gauche ou à droite. Celui à gauche, il sourit, il a les yeux qui pétillent. Ouais, on va dire ça comme ça. Un peu plissés les yeux. Voilà, si vous comparez un peu les deux images, il y a le tracé de la bouche, mais un vrai sourire fait intervenir tout le visage. Donc on a bien, je vous montre le slide suivant, on a bien des plis au niveau des yeux, des joues qui remontent et le sourire qui va bien. Un deuxième exemple pour ceux qui n'ont pas réussi et qui est un peu plus proche de nous. Pardon, ça me fait ça à chaque fois. Donc pour vous poser un peu le contexte, c'était pendant la campagne présidentielle de 2007 et il était, donc M. Sarkozy était en face de Mme Ségolène Royal. Quelles sont les indications que vous avez sur ces deux expressions-là? Est-ce que vous avez des idées? Dans la salle, levez la main. Qui a des idées sur ces Allez-y expressions? spontanément, hein, on n'est pas là. Allez, si vous répondez bien, vous gagnez une bière. Ah bah tiens, je vois une main, ça y est. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi, je dirais que ça désigne du mépris. Oui, Un genre de mépris. Lequel qui fait du mépris? Enfin, laquelle des images, je veux dire? Peut-être plus celle d'en bas à droite. En bas à droite. C'est l'inverse, mais c'est bon, pas grave. Le mépris, c'est plus par là. Vas-y, donne la réponse. Bah, c'est ça, le mépris. Et là, c'est plus du dégoût. Donc, on voit bien que Sarkozy n'aimait pas trop Madame Ségolène Royal. Donc, comment ça se voit? Ici, c'est un soulèvement de la lèvre supérieure qui donne un air assez condescendant. De l'autre, ici, un peu, il sort ses crocs, il sort ses griffes. Un peu en mode attaque. Voilà. Et justement, en interview, même topo que pour le body language. Alors, ce qui est très flagrant dans les micro-expressions, c'est que c'est justement des grimaces qui ne se contrôlent pas. Donc, la personne va être gênée, elle va avoir instinctivement son tic. Et c'est là. Alors, moi, quand je donne des cours aussi en école de journalisme, et je dis à mes étudiants de faire une marge. Alors, ils me regardent en me disant, c'est bon, on a plus de 12 ans, on en a 30, ça va, quoi. Et alors en fait la marche c'est pas mal parce que ça vous permet de mettre un petit signe. Alors aujourd'hui je l'explique façon ouais, on va faire un truc de hacker, on fait du social engineering et là c'est bon, ça y est, ça marche, ils sont contents, voilà. Et donc le truc tout bête, quand le mec ou la femme en face a des micro-expressions, fait ses petites grimaces, c'est ça qu'il faut noter. On met un signe sur le côté, on met un truc. Et là, pareil, si la personne regarde dans l'air sans le vouloir, si la personne fait une grimace, si la personne a les yeux qui bougent dans tous les sens aussi, petit coup de panique, c'est ces infos-là qu'il va falloir aller creuser parce que c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il nous ment, c'est là qu'il ne veut pas tout nous dire. En gros, pourquoi on vous parle de tout ça? Surtout dans une convention de hackers. Social engineering appliqué à la sécurité informatique, c'est de l'interaction sociale, c'est de l'interaction humaine. Donc on va partir faire un pentest, un audit de sécurité, mais pas un audit de sécurité en mode hacker qui essaie de pénétrer le système informatique, mais on va essayer de pénétrer le système humain de l'entreprise. Donc je vais essayer de me faire passer pour quelqu'un qui travaille dans la technique par exemple et qui va parler à la réceptionniste. Si on ne sait pas parler à la personne et on apparaît stressé et pas avec le bon body language qui va avec, ça la fout mal. Donc quand on connaît un peu ces principes de communication et de psychologie, on peut faire ce qu'on appelle la synchronisation.
Donc on va synchroniser notre body language, notre capacité à parler, un peu tout ça, pour pouvoir se mettre en tune, donc un peu synchroniser, hein, se synchroniser avec la personne en face pour qu'elle nous fasse un peu plus confiance et qu'elle soit moins méfiante des actions qu'on peut faire. Allez, voilà, tout ça pour construire une relation de confiance. Si vous voulez en savoir plus, merde, il est passé le slide. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille 3 bouquins. Pour la PNL, Introduction à la PNL de Joseph O'Connor, je pense qu'il est traduit en français. Kevin Mitnick. Le bouquin que connaît tout le monde, celui de Kevin Mitnick, The Art of Deception. Et pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, ils ont raté Chris Hadnagy avec son bouquin Social Engineering, The Art of Human Hacking. Donc, après vous avoir présenté tout ça, on va enchaîner avec un sujet un peu plus pratique. C'est ce qu'on appelle l'élicitation. The spy who came to work. En gros, l'espion qui est venu travailler chez nous. Ça me fait penser à une petite anecdote pour ceux qui sont à la DEF CON, qui sont partis à la DEF CON, qui sont renseignés sur la DEF CON. Il y a un petit jeu qui s'appelle Spot the Fed. Spot the Fed, ça veut dire détecter un peu tous les mecs du FBI qui venaient à la DEF CON et aux conventions de sécurité informatique. D'ailleurs, au coin speaker, là-bas, où il y a des fauteuils un peu sympas, où on peut se poser, on a des bières et des bonbons. Donc, il ne faut pas hésiter justement à faire pareil et à nous ramener d'ailleurs bonjour aux agents de la DCRI qui sont là dans la salle. Donc, on dit tous bonjour aux DCRI qui sont là. Voilà, on dit bonjour à la DCRI. Hein, c'est pas parce qu'ils nous espionnent qu'on ne doit pas être poli quand même. Hein, pensez à vos mères à un moment. Bon, si vous ne me voyez pas demain, c'est un peu normal. Et alors, l'élicitation aussi, donc c'est voilà, l'art finalement de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, de porter un masque. En termes de journalisme, en fait, il y a quelque chose qui correspond tout à fait à ça, c'est la caméra cachée. Tout bêtement. Où on arrive, par exemple, il y a eu un gros sujet, enfin il y a eu plusieurs gros sujets ces derniers temps sur les prix des lunettes. Et les journalistes allaient en caméra cachée justement faire plusieurs boutiques pour aller voir les prix des montures, les prix des verres et comment certains vendeurs essayaient d'arnaquer la Sécu. Voilà, sauf que dit la charte des journalistes, donc qui a été refaite en 2011. Donc la charte proscrit tout moyen déloyal et vénal, pour obtenir de l'info. Alors bon, est-ce que le SE est déloyal et vénal? Est-ce que mettre un gars à l'aise, c'est quelque chose de déloyal et vénal? On ne va pas lui mettre un couteau sous la gorge non plus. Alors la charte dit aussi que c'est une mauvaise chose d'avoir trait à la manipulation et que c'est une grave dérive professionnelle. Alors là, pareil, il y a du flou, puisque est-ce qu'arriver en caméra cachée et se faire passer pour un client est de la manipulation? Est-ce que mettre quelqu'un à l'aise, utiliser le SE pour mettre la personne en face à l'aise est de la manipulation, point d'interrogation. Donc il y a un flou juridique autour de ça. Et je vais vous parler rapidement de pourquoi ça marche. Ça marche à tout le monde, ça marche sur tout le monde, même sur moi. Il y a des journalistes qui peuvent bien te manipuler, comme d'autres qui n'y arrivent pas. Donc pourquoi ça marche? Tout simplement parce que tout le monde aime bien étaler sa science. C'est ce qu'on fait maintenant. On étale notre science aussi. Et on a surtout tendance à sous-estimer les informations qu'on donne. Parce que imaginez, on a une personne qui vient, qui se fait passer pour un travailleur de la même entreprise que vous, qui va parler des projets internes et qui va parler du dernier encart qu'a eu la secrétaire du 3e avec le directeur du 2e. Ça vous met en confiance en disant le mec il fait partie de la boîte. Donc je peux lui parler de projets internes qu'on a sur la dernière formule chimique sur laquelle on travaille, etc. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un espion d'une entreprise concurrente qui vient juste récupérer la formule chimique de notre produit, par exemple. Donc ça vous rend un peu parano, mais c'est pour la bonne cause. Donc on va passer au level up, le deuxième level. Ça va être l'approche active. Donc l'influence et de la persuasion, donc un peu de la manipulation.
Alors la flatterie, c'est tout bêtement, voilà, vous savez ce que c'est que flatter. Tout bêtement, on en voit des journalistes comme ça et de manière assez horrible qui prennent la parole dans les conférences de presse. Ah oui, j'adore votre livre et tout. Et d'ailleurs, j'avais lu le dernier. Et puis en fait, on s'était croisés déjà il y a 2 ans pour l'avant-dernier bouquin et vous me disiez que c'était génial. Et ça ne marche pas. Faut arrêter. Le mec en face, il s'en fout. Il a 30 personnes qui lui font la même chose par conf. Donc ça ne sert à rien. Par contre, si vous allez voir des gens normaux, donc genre comme nous, qui ne sont pas habitués à ça et sur qui vous détectez grâce au social engineering un peu d'angoisse, un peu de j'ai pas trop confiance en moi, mais pour le coup ça va fonctionner. Mais pas sur des gens qui sont habitués à avoir ce genre de comportement en face d'eux. Un deuxième principe psychologique en approche active, c'est la réciprocité. Dans notre société moderne est plutôt basée sur un principe qui est l'altruisme. Si quelqu'un vous offre quelque chose, vous êtes redevable. Vous vous sentez obligé de refaire pareil, voire plus. On peut en user et abuser. Un exemple tout simple, c'est les échantillons gratuits que vous recevez chez Sephora. Oh merde, faut pas faire de pub. Enfin bref, chez les parfumiers et tout ça. C'est des échantillons gratuits qui essaient de vous amadouer entre guillemets parce qu'ils vous donnent un échantillon gratuit. Ils se disent, d'un autre côté, quand la personne verra dans les rayons notre produit, elle le prendra principalement. Voilà. En journaliste, ça se manifeste par exemple aussi pour un off contre un off. Donc le truc tout bête à faire, c'est quand vous êtes en face de quelqu'un dont vous savez qu'il a des offs à vous donner, donc là, petit clin d'œil au Canard enchaîné, qui sont bien sûr les spécialistes du off. Quelqu'un qui a des infos, vous savez qu'il les avait, vous savez qu'il a, parce que vous avez croisé, vous le savez, et il ne veut pas vous donner cette info. Et donc là, le truc sympa à faire, c'est quand vous savez qu'il y a une info qui va sortir le lendemain, le surlendemain, donc un off à demi périmé, c'est de lui sortir justement en loose day du genre ouais allez c'est bon, je te dis un truc, mais tu le répètes pas, attention, donc ça sort juste dans la presse dans 2 jours, mais il n'est pas censé le savoir. Tu lui donnes un off et du coup lui en échange, comme il va se sentir en confiance et puis il va se sentir du coup entre gens qui savent, entre gens qui partagent entre eux, il va vous lâcher son off. Alors que finalement l'info que vous lui avez donnée elle vaut pas grand chose parce que demain, après-demain elle est dans le journal, alors que lui pour le coup il vous a dit quelque chose de bien intéressant. Un autre principe psychologique, c'est la cohérence et l'engagement. Commitment and consistency. Qu'est-ce que c'est ? Toujours dans notre société moderne, je parle toujours en grand principe, mais c'est comme ça, c'est de la psychologie. Dans notre société moderne, quand on est cohérent, on est fort psychologiquement. Parce qu'on garde nos idées et on les respecte et on les assume. Dès qu'on s'engage, ça devient un déclencheur. Imaginons par exemple l'exemple classique du pied à la porte. Je vais faire une petite offre en engageant... je vous donne un exemple tout simple. Je fais une requête à la NDH ici, une énorme requête en disant je veux 2000 euros, j'ai besoin d'acheter tout ci, tout ça, tout ça. Bien sûr, ils vont me dire non. Mais d'un autre côté, si je leur demande, ça m'ouvre la voie vers d'autres requêtes. Je vais leur demander, ok, tu peux pas me refiler 2000 euros, mais bon, j'en ai besoin de 100 juste pour gérer, le stand OVH qu'on a derrière. Donc, vu qu'il est parti sur son principe de cohérence, il te dira oui, parce qu'il a un peu, il se dit, je vais céder quand même à ça par rapport à la requête précédente. Alors que toi, ta requête initiale, ce que tu voulais principalement, c'est les 100 euros que tu refiles au stand. Un autre principe psychologique, le respect de l'autorité. Respect my authority. Tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin d'expliquer les mimes. La soumission à l'autorité. La soumission à l'autorité, on a une réaction assez automatique, un mécanisme psychologique, dès qu'on rencontre un policier, un avocat, etc. On se remet, on est en mode, je dois parler à ce policier, je dois parler gentiment, je dois parler calmement, je dois respecter l'autorité qu'il y a derrière. Les social engineers peuvent utiliser ça à très mauvaise escient. Je peux me faire passer pour un technicien, avec l'habit qui va bien, avec le petit logo de la boîte, etc. Et je vais dire, au fait, j'ai besoin d'avoir un accès au serveur.
en montrant un mail forgé sur un iPad, par exemple. En voyant le costume et en voyant l'attitude du mec, bah, ils laisseront la porte ouverte au serveur. Pas dans toutes les entreprises, mais la plupart des entreprises font ça. Un autre exemple que devrait donner Julie. Oui, bah alors ça c'est tout bête, c'est une photo que j'avais prise en Syrie en 2010, la première fois où j'y suis allée, c'était un petit joke chez un réfugié palestinien qui vivait dans la vieille ville de Damas. Changer l'heure d'une heure, c'est l'ordre du président. Et en fait, il se foutait totalement de sa gueule. Les Palestiniens en Syrie passaient leur temps à se moquer de la gueule d'Assad. Seulement, bah, ils étaient obligés de faire à chaque fois ce que voulait le pouvoir, parce qu'en plus ils avaient un statut de réfugié, etc. Et donc même si le pouvoir, on le pousse en dérision, on le moque, on le déteste, on ne l'aime pas, on suit toujours l'autorité. Donc ça c'est un truc tout bête. Si vous faites preuve, si vous êtes l'autorité, on vous suivra tout le temps, quelle que soit la situation. En parlant de suivre, on va parler de social proof, la cohérence sociale, on va dire. En gros, dans un groupe social de plusieurs personnes, dès que la majorité a une opinion, même ceux qui sont rébarbatifs à cette opinion-là finissent par y céder. Donc on va dire par exemple, je sais pas moi, dans un groupe, pour vous donner un exemple tout con, l'existe de la scientologie. Donc si des références, des autorités comme, je ne sais plus comment il s'appelle en plus, un acteur américain qui a intégré la scientologie, voilà. Tony Cruise. Tom Cruise. Oui, hein, j'ai une bonne culture. Bah, ils se disent, ah ouais, quand même, il y a quand même des gens qui ont intégré la scientologie, je vais peut-être aller voir comment ça se passe. Et ça s'engraine comme ça. Donc le social proof, c'est quand même c'est l'effet mouton. On va suivre ce que dit la communauté, ce que dit la majorité, et pas réfléchir par soi-même. Il faut toujours avoir un certain recul avant de continuer la tête aux droite. Et dans le journalisme, alors comment ça se manifeste? Mais justement par la connaissance de la culture. Quand vous allez travailler à l'étranger, un exemple tout bête, donc je suis partie en Syrie, je suis rentrée dans le pays le dernier jour de mars 2011, donc au tout début de la Révolution. Et donc à cette époque-là, il y avait encore des petits étudiants qui étaient dans Damas. Donc moi j'allais sur plusieurs manifs et je pouvais passer pour une jeune étudiante en langue qui vivait à Damas, malgré les flics, malgré les chars, etc. Et je pouvais le faire. Pourquoi? Parce que je m'habillais comme les petites étudiantes, c'est-à-dire avec des pantalons un peu larges et avec un grand châle comme ça. Et j'avais rencontré un autre journaliste qui bossait pour Libé. Moi, je faisais un sujet pour France Inter. Et on avait décidé d'aller ensemble sur une manif vers la mosquée des Omeyyades. Une manif des pros Assad. Donc juste le lieu, oui, il ne faut pas te montrer si tu es journaliste. Et donc on se retrouve là-bas, donc lui un grand blond, etc. Et moi la petite boule à côté avec mon gros châle autour, comme toutes les nénettes étrangères qui vivaient là-bas. Et on est passé pour deux petits étudiants en langue qui regardaient passer la manifestation. Alors que pendant ce temps, j'enregistrais tout. Et donc voilà le petit truc, finalement, le fait de bien connaître la culture du pays, de savoir comment s'habiller, comment parler avec les gens, être avec qui, se montrer où, etc. Ça vous permet parfois de faire du son, parce que j'allais pas me poster avec mon micro en plein milieu de la manif et me faire arrêter, bien entendu, puisqu'il y avait des flics de partout. Voilà pour la petite histoire. Le petit dernier principe psychologique qui peut être intéressant, c'est la rareté, scarcity. Bon, j'ai mis un petit comique marrant. Vous n'avez pas l'air d'être rigolo, là. Il est tout trop rapla-pla, qu'est-ce qui se passe? Bon, le principe de la rareté... Ah, pardon. Bon, on va dire que vous avez rien vu. Le coup est parti trop vite. La rareté. On parlait de la rareté. La rareté, dès qu'une chose est rare, elle devient intéressante. Si on a, par exemple... on prend l'exemple de la période des soldes. Vous avez vu le rush que tout le monde fait pendant la période des soldes. Pourquoi? Parce que le principe tout simple de la rareté, c'est quoi? C'est tout simplement que les articles sont mis en solde, sont les derniers articles. Donc si tu ne le prends pas tout de suite, tu ne le prendras jamais. Et tu le prendras avec un prix qui peut être intéressant, mais au final, c'est toujours dans la marge des responsables de magasins.
Donc Scarity, Julie va s'en occuper. Oui, mais par exemple, exemple tout bête, aujourd'hui on est à la nuit du hack, donc en tant que journaliste, on me demande d'aller faire un sujet sur la nuit du hack. Seulement, problème, les hackers ont du mal à parler avec les journalistes. Et de vous à moi, vous avez à peu près raison quand je lis les horreurs qui sortent dans les médias. Voilà, il faut être beaucoup plus pédagogue, mais il faut aussi que les journalistes aient envie de vous écouter. Voilà, ça c'est petite parenthèse. Voilà, il faut que les journalistes aient envie de vous écouter, c'est ce que je disais, oui. Et voilà, petit souci. Donc, je suis dans un espace avec 1500 geeks qui, en plus, n'ont pas spécialement envie de me parler parce qu'ils n'aiment pas trop les journalistes. Sur quoi je pourrais miser? Mon humour! Ça va marcher, je pense. En conclusion, en gros, on a essayé de vous présenter un peu tous les principes psychologiques qu'il y a derrière du social engineering et de les mettre en parallèle avec le journalisme. Mais j'aimerais prendre cette tribune pour discuter un peu du côté législatif, comme l'a fait Jules tout à l'heure, au niveau social engineering. Quand on regarde ici dans le marché français, comparé au marché américain, les législations sont complètement fermées dans ce qu'on appelle de l'audit social, de l'audit de sécurité humain. Parce que ça touche au social, ça touche aux syndicats, ça touche aux personnes. Faut savoir que les hackers et les pirates, les black hats, ne se soucient pas du tout de tout ce qui est syndicat. Donc ils s'en foutent un peu. Hein. S'ils trouvent l'opportunité de papoter sur un... T'es pas un peu black hat, toi? Oh non, c'est juste un chapeau. S'ils trouvent l'opportunité de prendre relation avec une secrétaire pour pouvoir récupérer la formule chimique de tout à l'heure, il va pas y aller par quatre chemins, il va y aller directement et récupérer l'information qu'il veut. Ce qu'on fait en sécurité informatique et en white hat, c'est de faire des tests de pénétration. Ici, en France, c'est pas possible de faire des pénétrations de social engineering, avec toute la législation qu'il y a à faire. Donc je conclus. Si sur cette tribune, quelqu'un fait partie d'un syndicat, etc., et qui aimerait bien en discuter, je suis présent et j'aimerais surtout en discuter avec vous pour voir si on pourrait faire des évolutions par rapport à ça. Voilà. One does not simply ask a question without a meme. Donc si vous faites un meme et vous me posez une question en même temps... Question dans la salle? T'as une question? Vous pouvez le faire à deux. S'il y a des questions dans la oui, salle... non, levez les mains. Si, là-bas, j'ai entendu un si. Par contre, avant que la question ne soit posée, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des gens qui entendent... Est-ce que vous entendez tous bien au niveau du son? Ou est-ce qu'on fait monter le son? Dans la régie, on peut monter un petit peu le son? Tout petit peu? Merci. Alors, j'avais juste une petite question, c'est quand vous vous retrouvez face à quelqu'un que vous allez interviewer, ou voilà, vous allez avoir vos techniques, mais de l'autre côté, ils peuvent aussi être habitués à ce genre de techniques. Donc je me demandais, est-ce que vous allez vous retrouver aussi face, au final, pas seulement à des réactions auxquelles vous êtes habitués, mais à des réactions d'habitude de vos mécanismes d'interview? Oui, à des réactions aussi que la personne en face pourrait forcer, du coup, ouais. Est-ce que ça se voit en fait? D'où l'intérêt de préparer ses dossiers. Par exemple, souvent, tu vas avoir, quand tu bosses en presse régionale, par exemple, tu as les mêmes hommes politiques en face toutes les semaines, tous les 15 jours. Voilà, donc au bout d'un moment, tu les connais. Et tu connais leur micro-expression, tu sais comment ils réagissent. Et là, donc pas de souci, tu vas pouvoir savoir quand ils jouent, etc. Il y a d'autres personnes, oui, ça peut arriver, tu peux être berné, mais au pire, de toute façon, qu'est-ce que ça va faire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces micro-expressions ou ce body language, ça vous amène à aller vérifier l'info qu'ils vous donnent, à aller la creuser. Donc, au pire, tu vas la creuser et puis tu vas tomber sur ce qu'il te dit. Donc au pire, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de recherche d'infos. Donc voilà, c'est toujours bien, quoi. Voilà, donc on vous remercie d'avoir entendu ce qu'on racontait comme bêtises. Si vous avez des questions, on traîne dans le coin. Donc n'hésitez pas à nous en poser. Merci beaucoup. Merci.